Député, la parole est à Madame Dominique Orliac pour le groupe RRDP. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Après la réussite de cette commission mixte paritaire, nous sommes réunis ce matin dans l'hémicycle pour la dernière étape parlementaire du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Depuis plus de 30 ans, beaucoup d'efforts ont été entrepris, beaucoup d'argent public a été mobilisé, beaucoup d'énergie a été dépensée pour lutter contre le phénomène de relégation sociale de nos quartiers périphériques. Sans cela, il est plus que probable que la situation serait aujourd'hui désastreuse. Pourtant, force est de constater que la situation actuelle est loin, même très loin, d'être satisfaisante. La politique de la ville souffre depuis ses origines d'une incapacité à donner des résultats véritablement probants. Il est d'ailleurs frappant de constater qu'elle était imaginée au départ comme une politique temporaire et que sa pérennisation témoigne de son incapacité à rétablir durablement et définitivement les inégalités. Les quartiers défavorisés restent trop souvent à la marge de la République. Pourtant, dans ces quartiers défavorisés, il existe une énergie débordante de la part de ceux qui veulent transformer leur quartier et se lèvent le matin avec l'énergie et l'envie de changer le quotidien de leurs voisins. Il existe des compétences qui ne demandent qu'à s'exprimer. Mais nous ne pouvons que constater les nombreux échecs et des déceptions devant l'impuissance à faire réellement sortir de la pauvreté et de la détresse certains quartiers populaires. Nous devons avoir la lucidité de reconnaître que globalement, la politique de la ville menée depuis 30 ans par tous les gouvernements n'a pas réussi à tenir ses promesses. Un devoir de vérité s'impose. Sans un diagnostic précis et lucide, les chances de réussite du traitement sont faibles. Devant ce constat, nous ne devons pas perdre espoir. Un territoire de la République ne doit pas être condamné au naufrage face à l'adversité des détresses cumulées. D'abord, les efforts de la politique de la ville n'ont de sens que si elles s'inscrivent dans un cadre de stratégie globale. Les progrès de la politique de rénovation urbaine ne produiront des effets positifs qu'à la condition d'être accompagnés par la mobilisation de tous les acteurs. C'est l'objectif affiché de la démarche que vous avez mis en œuvre, Monsieur le Ministre, avec la concertation de toutes les parties prenantes. La réussite de la politique de la ville passe par l'emploi, l'éducation, l'encouragement de l'activité économique, la sécurité, les infrastructures de transport, le sport. Et la politique de la ville, c'est la leçon que nous devons retenir de ces 30 dernières années, car ce n'est pas seulement une question de moyens financiers. Le pilotage des crédits est une question cruciale, certes, sur laquelle nous avons une belle marge de progression. Comme pour toutes les politiques publiques, une réelle évaluation des actions engagées avec des critères pertinents doit nous permettre d'optimiser les efforts de la solidarité nationale. Ensuite, nous le savons tous, la politique de la ville se condamne à l'impuissance à chaque fois qu'elle se perd dans le travers du saupoudrage, de la dispersion des crédits. Votre projet de loi, Monsieur le Ministre, répond à ces insuffisances. Mais vous vous êtes aussi engagé à trouver des moyens pour que la phase de transition vers la nouvelle géographie prioritaire soit lissée sur plusieurs années. Mais vous avez raison de rappeler que les municipalités ont aussi leur rôle à jouer. La politique de la ville ne doit pas remplacer les politiques de droit commun. Elle doit être la compensation de déséquilibres localisés. Sans relancer l'ensemble des politiques de droit commun en soutien des crédits spécifiques à la politique de la ville, les chances de réussite se réduisent comme peau de chagrin. Parmi les politiques de droit commun prioritaires, nous devons consacrer nos efforts sur l'éducation, l'emploi et la sécurité. La gauche ne doit pas être naïve. Dans les quartiers, la sécurité est la condition première pour le développement. Nous ne sommes pas de ceux qui croient que la violence soit liée à une appartenance ethnique. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que les émeutes trouvent leurs origines dans une revendication identitaire ou religieuse. Les radicaux de gauche condamneront toujours toute forme de stigmatisation, toute tentative d'assignation à résidence identitaire. Les causes premières et fondamentales des tensions et de l'agressivité qui se manifestent dans nos quartiers sont des causes sociales. C'est bien un processus de stigmatisation, puis de dévalorisation et enfin de marginalisation qui provoque le désespoir, la révolte et puis la haine. Pour trouver les réponses adaptées et efficaces, nous devons rappeler sans idéologie ces phénomènes en renvoyant dos à dos l'angélisme contre le cynisme. Cette violence existe. Elle plonge dans la crainte les habitants des quartiers pavillonnaires, une crainte qui se manifeste dans les urnes par des votes extrémistes.
pour assurer la réparation des injustices subies par ces quartiers, pour développer l'activité économique et attirer des entreprises, la première des conditions, c'est donc d'assurer la sécurité, la confiance et le respect du droit. L'immense majorité des habitants de nos quartiers partagent les valeurs fondamentales du respect, de la probité, du mérite et de la volonté de réussir. Et il est de notre devoir de leur apporter la sécurité indispensable à leur épanouissement. Cet épanouissement passe aussi par la revalorisation de l'école de la République. L'école de la République, c'est le fondement qui soutient les aspirations de nos concitoyens. Et dans les quartiers, la promotion sociale par la réussite scolaire. Dans nos quartiers, les statistiques scolaires rassemblées notamment dans le rapport de l'ONSUS sont implacables. Cette réalité vécue diffuse le sentiment que l'inégalité des chances est prégnante, le sentiment que le destin s'écrit sans que chacun ait toutes les cartes en main. Monsieur le ministre, nous vous encouragerons à poursuivre ce travail engagé avec le ministre de l'Éducation pour que la carte de l'éducation prioritaire se superpose au mieux avec la carte de la géographie prioritaire. Les élèves en difficulté ne doivent pas se sentir abandonnés et ceux qui réussissent ne doivent pas être découragés par un sentiment de fatalité. La volonté, le travail, la discipline doivent être récompensés. Monsieur le ministre, votre projet de loi est à la hauteur de tous ces défis. Vous avez su répondre avec beaucoup de courage aux critiques de l'extension et l'enchevêtrement des zonages, de l'organisation dispersée de la gouvernance, de l'évaluation peu fiable et de l'éparpillement des moyens. À la suite de la concertation nationale appelée Quartier, engageons le changement, votre projet de loi va concentrer les crédits de la politique de la ville sur un nombre resserré de territoires et lutter contre les discriminations. Le projet de loi va d'abord simplifier les structures de soutien aux banlieues défavorisées, c'était attendu depuis longtemps. Le système actuel de soutien aux quartiers prioritaires empile plusieurs dispositifs, ZUS, CUX, ZRU, ZFU. Cette complexité nuit à la lisibilité et à l'efficacité. La définition des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville se feront sur la base d'un critère unique, le revenu des habitants. Les zones où la moitié de la population perçoit moins de 60% du revenu fiscal médian, c'est-à-dire moins de 11 000 euros, seront éligibles. Les autres indicateurs sociaux ne seront donc plus pris en compte. C'est un choix fort, peut-être parfois un peu aveugle sur d'autres critères, mais il présente l'avantage de concentrer les efforts sur les poches de grande pauvreté afin d'éviter le saupoudrage des crédits. Le projet de loi mettra fin au saupoudrage par la concentration des crédits sur un nombre de quartiers. 1 300 quartiers prioritaires devraient être créés au lieu des 2 500 CUX, 751 ZUS et 100 ZFU. Ensuite, le projet de loi prévoit l'instauration d'un contrat unique pour la ville et la cohésion sociale, piloté à l'échelle intercommunale. Cela va permettre la mobilisation des politiques de droit commun avant l'engagement de crédits spécifiques ville. C'est une nouveauté importante qui comble un manque important. Au final, il ne s'agit pas de croire que ce projet de loi va bouleverser les conditions de vie de nos concitoyens habitant dans les quartiers défavorisés du jour au lendemain. C'est un effort de long terme, un effort qui exige modestie et sincérité. Modestie parce que la réussite est lente et précaire. Sincérité parce que la situation de nos finances publiques contraint nos marges de manœuvre. Mais ce projet de loi nous donne des raisons d'espérer, il nous donne des raisons de croire que l'ambition et le courage politique sont nécessaires là où ils sont attendus. Dans ces conditions, vous l'aurez compris, Monsieur le ministre, les députés du groupe 2 RDP voteront ce projet de loi. Je vous remercie. Merci Madame la députée.